J'ai l'impression que sur YouTube, Twitter, etc., on a cette envie de faire croire à tout le monde que le cycle des cryptos, ça se passe comme ça, et que pas si dur que ça, juste c'est comme ça. C'est faux, d'accord? Ce cycle est dur. Très dur. Émotionnellement, les dernières semaines ont été très dures pour tout le monde. Celui qui dit le contraire, c'est un gros menteur et c'est juste pour se donner une sensation de facilité alors que c'est pas vrai. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce cycle est plus dur que les autres concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'on ait autant de difficultés et qu'on vive ce cycle de manière aussi délicate par rapport à 2021? Il y a les performances de prix évidemment, mais il y a d'autres éléments. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Avant de continuer, je vous rappelle de 1 que je ne suis pas conseiller financier, que tout ce que vous voyez dans mes vidéos, ce sont mon avis et que vous devez vous faire aussi votre propre avis. Et de 2, que malgré tout ce qui se passe actuellement dans les crypto-monnaies, de toutes les recherches que j'ai vues, ça n'invalide aucune des théories que je me suis faites. Je pense qu'on aura une alt season, je pense qu'on aura un bull run, peut-être qu'on aura une structure qui changera, mais je suis loin de penser que c'est fini pour les altcoins ou qu'on a eu le top de Bitcoin. Mais par contre, tout est fait pour nous faire croire le contraire, et je vais vous expliquer pourquoi. On est en train de plonger dans un grand nihilisme financier. On est dans un monde et dans un système où on a une augmentation de la pauvreté et on a une rarification des ressources. Et concrètement, on pourrait se dire que dans un monde où il y a des ressources qui sont plus rares, les gens seraient enclins à prendre de moins en moins de risques. Sauf que psychologiquement, ça marche pas du tout comme ça marche même à l'opposé en fait. Quand on n'a pas énormément de ressources, le risque, il est beaucoup moins dramatisé. Il y a un mec que vous connaissez sûrement pas qui s'appelle Thomas Caraco qui a fait une expérience où il a étudié le comportement de l'aversion au risque des juncos, qui sont des oiseaux du Mexique, quand les ressources sont rares ou pas. En gros, il leur a proposé 2 plateaux de graines tous les jours. Dans le premier plateau, il y avait toujours le même nombre de graines, ok, et dans le deuxième plateau, il y avait parfois plus, parfois moins que le premier. Et en fait, il arrive à la conclusion que si les oiseaux étaient bien alimentés, ils allaient tous prendre le plateau sûr, parce qu'ils savaient que, ok, ils ont pas besoin de plus, ils vont aller là où ils savent qu'ils vont avoir suffisamment. Par contre, quand ils sont sous-alimentés, ils vont tous prendre le pari plus risqué d'aller vers d'autres plateaux, quitte à ce que, potentiellement, il y ait moins de graines. Ils se disent, au point où j'en suis, au pire, c'est déjà la galère, et au mieux, je mange plus d'un coup, et je peux reprendre moins de risques après. Et globalement, les humains font pareil avec l'argent. On est dans un contexte où, contrairement à 2007 ou à 2021, on n'est pas dans une situation d'impression monétaire énorme et d'assouplissement quantitatif. Du coup, les ressources sont beaucoup plus rares. Et vu que les ressources sont plus rares, on a un peu tous des grands oiseaux du Mexique, et donc on a tendance à prendre plus de risques. Donc concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Ça se matérialise par le fait que les gens ont des horizons de temps beaucoup plus courts, et surtout en crypto dans leurs investissements, parce qu'il faut aller très vite, surtout qu'on avance dans la temporalité du cycle. Et donc plus on avance, plus on a cette sensation que, ok, on n'aura jamais de bull run et il faut très vite se positionner parce qu'après je devrais attendre 3 ans. Les dégènes seront beaucoup plus présents, les gens vont être beaucoup plus enclins à prendre des risques, à viser les x100, quitte à avoir 90 x 0. Et on rentre dans un grand nihilisme financier qui est un joli mot pour dire qu'en gros on est dans une situation où on a cette sensation que plus rien n'a de sens. On a tellement d'incertitudes, que ça soit en macro ou dans le marché des cryptos, que on arrive dans une approche de, en vrai les fondamentaux n'ont plus aucune valeur et on peut se positionner sur globalement tout. On rajoute à ça le fait que les multiples deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure que la capitalisation totale monte, donc les gens ressentent encore plus de FOMO. C'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être ma dernière chance, et on arrive à ce grand cocktail de on néglige tous les fondamentaux, on se positionne sur les toutes petites crypto-monnaies, même dans un marché qui n'est pas prêt à faire monter les petites crypto-monnaies, et donc après on a énormément de déceptions parce que ces crypto-monnaies-là n'ont pas monté. Pour moi, la première raison pour laquelle ce cycle est plus dur que les précédents, c'est parce que la situation est plus compliquée, la situation globale, pas forcément que les cryptos. Les cycles sont toujours plus durs que les précédents. On est dans une situation où on a eu 2017, on a vu les gains de fou, les ICO, etc. On a vu 2021, on a vu le métaverse, toutes les crypto-monnaies qui ont explosé. Et donc on arrive ici en 2024-2025 avec des attentes qui sont énormes, qui sont même démesurées. On sait maintenant que les cryptos, ça fait 3 fois de suite qu'on peut faire des énormes gains et même changer notre vie. Et donc les attentes sont absolument énormes et on arrive dans une sorte d'économie où on doit avoir des attentes absolument colossales. Et si les attentes sont colossales, forcément les déceptions qui vont avec le sont aussi. Que ça soit pour les cryptos ou pour l'IA, les attentes sont énormes. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec les robots Tesla. Les robots Tesla pouvaient faire des trucs absolument exceptionnels, c'était révolutionnaire, mais vu qu'on a vu que les trucs ne pouvaient pas résoudre la fusion de l'atome, le prix a dump parce que les attentes étaient beaucoup trop hautes par rapport à ce qui pouvait être fait et que quasiment peu importe ce que le robot pouvait faire, dans tous les cas les gens allaient être déçus. Et c'est exactement pareil avec les crypto-monnaies. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, on s'attend à des x10, des x20, des x30. Parce que concrètement, si on prend Sui, Raydium, Solana, Ondo, même Cardano, Bitcoin, regardez la charte sur un an de chacune des cryptos. Elle est pas dégueu non plus. Mais on a des attentes qui sont tellement énormes que c'est forcément décevant. On a aussi une décorrélation dans les attentes avec ce qui se passe sur les réseaux. Ceux qui vous disent que les cryptos c'est simple, soit
mentent pour faire bonne figure. Parce que non, c'est pas simple du tout. Même si je suis créateur de contenu, vous inquiétez pas que je douille. Soit c'est des gens qui ont peu de capital engagé, ou soit c'est des gens qui sont rentrés au bottom. Pour les autres, le marché met vraiment à l'épreuve la résistance à l'inconfort et au stress émotionnel depuis 2024. On est aussi dans une situation où la structure de marché change. On a des nouveaux narratifs, on a des nouveaux leaders de narratifs, des nouveaux modèles économiques avec les fee switch, etc. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc forcément, si la structure change, il faut s'adapter très très vite. Et ceux qui sont positionnés sur des mauvaises crypto-monnaies sont complètement laissés sur le carreau parce que là, on a tellement de crypto-monnaies qu'on n'a plus de place, on n'a plus de liquidité pour les perdants. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo au mois de novembre où j'expliquais que concrètement, je pense foncièrement que si jamais on a des crypto-monnaies qui sous-performent en 2023-2024, elles vont aussi sous-performer en 2025-2026 et qu'il faut très vite se repositionner vers les crypto-monnaies qui performent déjà. Donc, pas les altcoins low cap pour l'instant, mais les leaders de narratif uniquement. On est aussi dans une situation où il y a plus de joueurs, donc forcément il y a plus de perdants. On a aussi beaucoup de bruit, mais cette fois, là où c'est très différent, c'est que c'est du bruit qui est causé par des gens qui sont plus malins et plus stratégiques. On est le 5 février quand je tourne cette vidéo, la veille, il y a le fils de Trump qui a littéralement dit, sans pression sur Twitter, qu'il fallait acheter de l'Ethereum. Et vous comprenez bien que c'est pas juste un tweet où le mec se réveille et il se dit ok je vais tweeter ça, non, il y a toute une stratégie derrière. Sauf que la stratégie elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus puissante parce que les acteurs sont plus malin. On a des institutionnels, on a des market makers, on a des politiciens. Et donc forcément l'objectif, on en a parlé dans la dernière vidéo, c'est quoi? C'est toujours la même chose, de passer l'argent des particuliers vers la smart money. C'est toujours le même objectif. Et donc forcément, nous, on est les particuliers, et l'objectif de certaines personnes dans ce grand jeu, c'est de prendre notre argent. Et donc forcément, il va y avoir une incertitude ambiante qui plane. C'est logique. On arrive aussi dans un marché où maintenant on connaît les règles du jeu. En 2017, en 2021, t'avais plein de gens qui ne comprenaient rien aux crypto-monnaies. Maintenant, on a des acteurs plus intelligents, et même les gens un peu plus lambda ont un peu plus de connaissances. C'est comme si avant on jouait à Call of, les vrais on jouait à Black Ops 2, et genre t'avais des mecs qui comprenaient pas qu'il fallait tirer sur les autres pour gagner. Genre, tu sais, je sais pas, ils montaient dans les maisons et tout, ils croyaient que c'était un jeu de cache-cache. Bah toi t'arrivais, tu connaissais les règles, tu leur tirais dessus, tu gagnais. Là on est dans une situation où maintenant ils ont compris qu'il fallait tirer sur les autres. On est dans un grand jeu où tout le monde commence à connaître les règles du jeu, et donc c'est plus compliqué de se démarquer parce qu'il faut être meilleur, et en plus de ça, il y a des nouvelles règles qui sont en train de se mettre en place que nous, on ne connaît pas. La notion dont je vais vous parler, j'ai vu très peu de personnes en parler et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de cette mécanique. Le truc c'est que même si vous tradez pas, il y a beaucoup de monde qui le fait, c'est comme ça. Et ça fait énormément de liquidité. Et en ignorant ce fait par principe, en ignorant le fait qu'il y ait énormément de gens qui tradent et que le trading soit vraiment l'un des gros acteurs de ce marché, bah on fait que de comprendre la moitié du game. Les exchanges, c'est quoi? C'est un business. Ok, comme tous les business, leur but, c'est d'être le plus rentable possible. Maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place de CZ ou à la place du CEO de Coinbase ou à la place de qui vous voulez. Votre plateforme et votre business model, c'est de proposer à tout le monde d'acheter des cryptos chez vous, mais aussi des produits à levier. Et on sait que les produits à levier représentent énormément de volume. Le truc, c'est que si tout le monde sait exactement quand et comment va se passer la coin season, bah, tout le monde va prendre des leviers au moment parfait et tout le monde va faire le plus de gains possible. Si par exemple Trump est élu et tout le monde commence à prendre des leviers en se disant ok, l'alcool season va arriver, est-ce qu'on a vraiment envie que ça arrive? Non. Pourquoi? Bah parce que qui paye ces gens à la fin? Qui donne l'argent pour payer les profits de ceux qui sont en levier x100? Bah ouais, c'est vous. C'est CZ, c'est Binance, c'est Coinbase. Donc c'est ça que je trouve très peu de gens mettent de côté, c'est que les exchanges ne veulent pas vous donner leur assiette avant qu'ils aient mangé. Ils veulent prendre la vôtre. Leur but, oui, c'est de proposer des cryptos, mais c'est surtout que le moins de personnes possible soient positionnées correctement au moment où le marché va monter. Sinon, eux, ils vont devoir faire quoi? Bah, ils vont devoir raquer quand tout le monde va vendre pour sécuriser leurs profits. Et donc au moment où tout le monde prend des leviers parce que tout le monde pense que ça va monter, les exchanges ont tout intérêt à faire en sorte que ça ne monte pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre concrètement comment ils font, mais ça existe vraiment, c'est pas du complotisme, c'est une sorte de mécanisme de trading circulaire qui est un petit peu shady, où littéralement les exchanges font tout pour compresser le prix à la baisse en vendant des petites sommes toutes les minutes, tac, et avoir une grande pression vendeuse. Et donc au moment où on tourne le dos, au moment où plus personne ne regarde le marché, c'est là que les market makers vont se mettre en mouvement pour faire partir les prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé le trouble. Et donc s'ils ont semé le trouble, plus personne n'y croit, plus personne ne prend de position à levier, alors que le marché part vraiment. Donc ils payent beaucoup moins de gagnants à la fin. On peut appeler ça de la manipulation si on veut, mais c'est leur business. Et c'est à nous de décider si oui ou non on va se faire manipuler. C'est aussi pour ça qu'il faut aller le plus possible on-chain pour qu'on puisse observer ces mouvements-là. Les altcoins ont très mauvaise réputation. En ce moment, on a une cassure beaucoup plus distincte. On a d'un côté Bitcoin qui est de plus en plus perçu comme un actif financier traditionnel supérieur. C'est le 7e actif mondial devant l'argent. Il est dans le top 10 des monnaies les plus capitalisées au monde. Et par contre, derrière, on a les altcoins qui, à cause, en partie, je pense, du fameux nihilisme financier, du gamble global de tout le monde, sont encore vus comme du pur
gamble, c'est logique. En fait, on s'en fout que tout le monde dans l'écosystème pense et dise que les mèmes, c'est plus juste des mèmes. Ça se défend, mais comprenez qu'à l'extérieur de notre micro-bulle de crypto bro, pour le moment, l'investisseur moyen, il s'en fout. Il voit des mèmes, il voit les agents IA qui font moins 50% en un mois. Vous pensez qu'il va se dire quoi? Il va se dire que ça l'attire pas. Il va pas se dire non, c'est juste les mèmes, c'est juste les agents IA, mais les leaders de narratif, ça va être pertinent. Non. On est aussi dans un système où il y a beaucoup plus de crypto, donc forcément les liquidités doivent affluer, et derrière, en plus, la conséquence de ça, dont très peu de personnes parlent aussi, c'est que si il y a beaucoup plus de crypto, oui, il va y avoir moins de crypto qui vont performer, mais surtout il va y avoir beaucoup plus qui vont se faire démonter. Et donc ça va structurer un peu la réputation dégueulasse des altcoins, parce que beaucoup plus de gens vont faire des pertes. On a aussi une sorte de stress post-traumatique, vu que tout le monde a vu les Black Swan, tout le monde a vu qu'il y avait aussi beaucoup moins cette histoire de la tech qui est importante, mais on sait aussi que tout le monde part du principe que toutes les altcoins vont s'effondrer. En tout cas, la conviction générale, c'est qu'on doit forcément se débarrasser de ces tokens dès que ça commence à puer. Donc forcément, ça fragilise l'ensemble. On peut aussi rajouter le fait qu'on n'est pas vraiment dans une phase 0 à 1 pour les altcoins, on est dans une sorte de phase de consolidation. Donc forcément, c'est pas le moment le plus sexy, c'est pas forcément le moment le plus agréable à voir, parce qu'on continue de structurer les fondamentaux, mais ça, c'est quelque chose qui se fait derrière le rideau. Et il y a aussi quelque chose qui fragilise l'entièreté du marché des altcoins, c'est la position d'Ethereum. La position d'Ethereum comme le seul réseau viable avec de la valeur ajoutée, elle existe plus trop. Et donc la vision des altcoins, elle a pas mal changé. On rajoute à ça le fait que les prix sont drivés par la liquidité, pas par les fondamentaux. C'est la liquidité globale qui permet aux crypto-monnaies de monter, et pour l'instant, ça met beaucoup plus de temps qu'en 2021, puisque la liquidité est beaucoup plus faible. Il y a moins d'argent disponible dans le système pour affluer sur le marché. Par contre, attention, je pense sincèrement qu'une fois qu'on aura la liquidité, on aura les fondamentaux. Concrètement, voilà pourquoi je pense que ce cycle est si dur. Par contre, ça ne remet en rien les thèses d'investissement que j'ai. Pourquoi? Parce qu'on a aussi énormément de bonnes nouvelles qui sont trop faciles à mettre sous le tapis quand on voit le marché qui est en train de dump. On est sur une année d'impression monétaire, l'ISM est en plein retournement comme l'économie, la valeur ajoutée des produits Web3 est de plus en plus réelle, moins fictive, on a des produits qui génèrent des vrais revenus, qui sont en croissance, la régulation était terrible, la SEC a détruit énormément de crypto-monnaies, et beaucoup par exemple de tokens de gouvernance ont été caractérisés de tokens sans intérêt parce qu'on n'avait pas le droit de rediriger la valeur vers les holders sans être caractérisé de security. C'est plus le cas maintenant, sans compter tout ce qui se passe avec le gouvernement, avec les institutions. C'est quelque chose qui est fondamentalement bullish, d'accord? Donc concrètement, le cycle est beaucoup plus dur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à s'en sortir? Je pense que pour réussir à s'en sortir, il faut avoir une approche d'analyse qui se rapproche un petit peu plus de l'analyse fondamentale classique qu'on peut retrouver par exemple dans les altcoins. Il faut aussi prendre des profits de manière un petit peu plus partielle, ne pas tout vendre au top, puisqu'on a des gros joueurs qui savent très bien que les choses vont être différentes cette fois, donc plutôt mettre des paliers et vendre par palier, plutôt que de tout vendre par exemple au mois de mars, avril, mai. Personnellement, je vais aussi jouer le long terme, ne pas laisser le bruit court terme me casser la gueule, parce que le bruit à court terme est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut parce que les manipulations sont beaucoup plus fortes, et parce qu'en plus les gens réagissent de manière beaucoup plus violente. Donc je continue de me placer là où est la valeur et j'attends. Je pense que la vraie question derrière ça, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire concrètement. La première chose à ne pas faire, c'est se faire prendre dans le bruit. Fondamentalement, je vous laisse dézoomer les charts des crypto-monnaies sur lesquelles vous êtes positionné. Dézoomer Solana, dézoomer Raydium, dézoomer Sui. Oui, il y a des projets qui n'ont pas performé, mais ces charts-là, elles ont fait x2, x3, x4, x5. Et si on se fait prendre dans le bruit, on a l'impression qu'on est en bear market. Mais non, on n'est pas en bear market. On a des crypto-monnaies qui, sur une échelle de moyen terme, d'accord, 6 mois, 1 an, performent. Et ça va continuer. Et je pense que la deuxième étape, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le syndrome de Gigi la girouette. Ne pas devenir une girouette qui annonce le bear market dès qu'il y a une mauvaise nouvelle et qui annonce le bull run dès qu'on a une remontée. Juste essayer de s'ancrer dans des convictions. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché d'avoir un biais bullish. Maintenant, ça c'est la nouvelle mode. C'est si jamais j'ai des théories bullish sur 6 mois, mais que par exemple sur 15 jours, ça ne se valide pas instantanément, on a un biais bullish. Mais je vous le dis, je suis bullish sur la suite. Je pense qu'on aura une altcoin season. Je pense que ça sera compliqué, que ce bull run est beaucoup plus dur que les précédents et qu'il faut pas le sous-estimer. Et peut-être que j'ai tort, je vous rappelle que vous écoutez un mec avec 7 coupes, mais dans tous les cas, c'est la façon dont j'ai envie de mettre les choses en place, de me baser sur les indicateurs. Pour l'instant, les indicateurs m'annoncent qu'on aura des belles choses dans le futur. Évidemment, c'est pas quelque chose que je prends pour argent comptant et que vous devriez pas faire non plus. Évidemment, on peut tous se tromper, mais je pense que d'un point de vue probabilité, il y a de fortes chances qu'on ait des belles choses qui arrivent. Et encore une fois, faites-vous vos propres convictions. Ce cycle est plus dur que les précédents, mais j'ai envie de faire partie des gens qui sont restés, qui ont tenu leur bateau droit et qui ont fait les plus gros gains grâce à cette conviction. Merci beaucoup, tout va bien se passer. C'était Eril, ciao les potes.